Voilà, nous allons reprendre, si vous voulez bien. Il est chef de produit VPCC, je lui laisse le soin de le définir, à la société NEC. Il va aborder un thème qui intéressera les écoles et les entreprises dans un avenir proche. C'est l'évolution du poste de travail d'une machine fonctionnant avec ses logiciels propres en local, portable actuel par exemple, vers une machine simplifiée qui sert d'interface uniquement entre un serveur et l'utilisateur. Tout le travail de l'utilisateur est réalisé par des logiciels ou des fonctionnalités à distance. Le titre de son exposé, la révolution du PC virtuel par NEC Computers. Monsieur Thomas Luquet, la parole est à vous. Bien, bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. NEC, pour ceux qui ne nous connaissent pas, est une vieille dame, puisque c'est une société qui a plus de 100 ans, et c'est une société qui est une société d'innovation, de technologie, qui est au niveau mondial le deuxième dépositaire de brevets, qui investit énormément dans la recherche et développement, qui est présent dans les télécoms, qui est présent dans la téléphonie, qui est présent au niveau des réseaux, de l'intégration, donc dans les composants bien sûr, avec toujours ce souci d'innover et de présenter des offres et des solutions toujours plus innovantes. NEC Computers, qui est la filiale de NEC Corp en Europe, a la particularité d'avoir toute son infrastructure, son organisation et son usine basée en France à Angers, qui nous permet de vous proposer en fait des solutions adaptées, des solutions avec un niveau de proximité, de relation de proximité et de personnalisation des offres qu'on peut vous proposer aujourd'hui. C'est donc dans ce cadre que je viens vous présenter cette nouvelle solution de virtualisation qui s'appelle donc le Virtual PC Center et qui répond aujourd'hui, je dirais, à la problématique de tous les responsables informatiques, de toutes les entreprises, toutes les organisations, qu'on soit dans le domaine privé ou public. La problématique du responsable informatique aujourd'hui, quelle est-elle? Eh bien, il y a aujourd'hui un souci de sécurité. Lorsque l'on gère un parc informatique, on a un certain niveau de sécurité avec des firewalls, un certain nombre d'équipements qui protègent le réseau. Mais aujourd'hui, le talon d'Achille de la sécurité du système d'information, c'est le poste de travail. Pourquoi? Parce qu'on a des utilisateurs qui sont de plus en plus mobiles. Dans le monde de l'éducation, on a des étudiants qui vont vouloir travailler sur leur poste, qui vont être amenés à se connecter sur Internet, qui vont avoir un certain nombre de développements à réaliser dans le cadre de leur projet. Et tout ceci est source, en fait, d'introduction de virus, de chevaux de Troie, d'un certain nombre d'attaques qui sont toujours plus complexes à contourner, malgré tous les outils de sécurité que l'on puisse mettre en place. Un exemple tout simple, lorsque l'on met en place un antivirus sur un poste de travail, si l'antivirus n'est pas à jour et si le poste de travail n'est pas à jour avec les derniers patchs de sécurité, on est potentiellement vulnérable. Et il y a toujours une fenêtre de vulnérabilité qui est incontournable, qu'on essaye bien sûr de réduire, mais qui est incontournable. Deuxième problématique de toutes les organisations, c'est de réduire les coûts. Réduire les coûts d'infrastructure, réduire les coûts de la gestion de parc. Lorsque vous gérez un parc de 50, 100, 200, 500 utilisateurs, vous devez, pour l'ensemble de ces postes, assurer des mises à jour logicielles, des mises à jour de sécurité, des mises à jour de tous vos applicatifs correspondant à votre organisation. Vous allez devoir assurer un support aux utilisateurs. Dans le cadre de l'enseignement, vous allez avoir des groupes de travail, vous allez avoir des formations sur ordinateur, ce qui fait que lorsque vous allez commencer votre session, votre parc informatique de votre salle de classe va être dans un certain état, et en fin de session, eh bien, l'état de ces machines ne sera plus le même, puisque vous aurez effectué un certain nombre de manipulations, ce qui fait qu'il va falloir réinstaller les systèmes. Donc il y a beaucoup d'opérations au quotidien à réaliser sur le parc informatique qui font que ça a un coût
d'administration, de gestion du parc, et puis un coût matériel également important. Et puis l'objectif des responsables informatiques, c'est bien sûr de simplifier toutes ces tâches, de simplifier l'infrastructure, l'organisation pour être toujours plus efficace et répondre finalement au mieux, toujours répondre au mieux à la demande des utilisateurs, des étudiants ou des professeurs. Alors, le client léger aujourd'hui a une part de marché relativement faible, puisqu'on est à 5%. Dans le monde des télécoms ou de très grands comptes, on est déjà à 15-20%. Mais c'est en tout cas une tendance qui se trame. Et on va aller de plus en plus vers le client léger, vers la simplification de l'infrastructure liée au poste client et vers une réduction des coûts associés. On pense donc être à environ 12% de part de marché en 2010. Alors les solutions existantes, elles ont des manques auxquels on répond avec notre solution NEC Virtual PC Center. Alors qu'est-ce que c'est que NEC Virtual PC Center? Eh bien, lorsque l'on parlait de virtualisation jusqu'à présent, on parlait beaucoup de virtualisation côté serveur. L'objectif étant de consolider les serveurs, de réduire le nombre de serveurs en ayant sur une même plateforme physique relativement bien équipée en termes de mémoire, de CPU, etc., pour supporter plusieurs serveurs virtuels qui partagent les ressources physiques du serveur. Et cela permettait de réduire le nombre de serveurs que l'on avait et puis d'optimiser toute l'administration et les coûts associés. Et bien avec NEC Virtual PC Center, on va avoir le meilleur des technologies du client léger, de la virtualisation et de la voix sur IP. Donc c'est vraiment une convergence de ces trois domaines qui va permettre de migrer, je dirais, la problématique de virtualisation que l'on avait auparavant sur les serveurs, et bien de migrer cette problématique vers le poste de travail pour répondre aux besoins des utilisateurs et puis, comme je le disais, donc, répondre aux problématiques de sécurité et répondre aux problématiques de TCO. Alors, qu'est-ce que NEC Virtual PC Center? Avec ce schéma d'architecture qui représente ce que c'est que l'architecture NEC Virtual PC Center. La première couche, c'est tout simplement un terminal, un client léger. Un client léger, c'est quoi? C'est un petit boîtier qui est très économique et qui n'embarque pas de disque dur, donc pas de disque dur, pas de ventilateur, etc. Qui fait que ce client léger eh bien, va réaliser au niveau de l'utilisateur un accès sur une machine virtuelle centralisée. L'utilisateur qui se connecte à ce niveau, au niveau du client léger, va s'authentifier avec un login et un mot de passe et va avoir un écran de son interface Windows XP traditionnelle, comme il avait l'habitude d'avoir avec un PC traditionnel. La seule différence, c'est que la machine, l'OS, Windows XP, va réellement fonctionner sur le serveur centralisé. Alors ce client léger, il a un certain nombre de particularités, et c'est des éléments différenciateurs de la solution de NEC. C'est que d'une part, il est tout petit, il peut même se fixer derrière l'écran. Il embarque également un chip vidéo qui permet d'avoir une qualité vidéo égale à celle que l'on aurait sur un PC. Avec des clients légers traditionnels, on passe par un protocole, bon, ça s'appelle le protocole RDP, peu importe. C'est un protocole qui permet de faire du déport d'écran notamment, mais qui ne permet pas d'obtenir des qualités vidéo relativement importantes. Donc la technologie que l'on a mis en place, c'est une technologie qui permet, par des moyens techniques de protocole, d'avoir une très grande qualité vidéo au niveau du client léger. Deuxième spécificité, c'est qu'on embarque la téléphonie IP. C'est-à-dire que ce client léger-là, l'US100, eh bien c'est un téléphone IP à lui-même. Donc avec ce client léger, l'utilisateur accède à son environnement Windows de la même manière qu'il le faisait sur un PC traditionnel, donc pas de changement pour l'utilisateur en termes d'utilisation, en termes de performance. Par contre, des bénéfices importants pour l'utilisateur, puisque comme il n'y a pas de ventilateur, pas de disque dur, eh bien c'est un équipement qui est silencieux, donc une certaine convivialité.
Et puis vous allez pouvoir vous connecter depuis n'importe où et à n'importe quel moment. C'est-à-dire que si vous ouvrez une session Windows XP dans une salle de classe 1, et puis que pour des raisons X ou Y, vous devez basculer ou bouger vos étudiants, par exemple, dans une classe ou dans une salle B, eh bien, on peut se reconnecter avec son même login, son même mot de passe, à un autre endroit et retrouver sa session telle qu'on l'avait laissée au premier endroit. C'est-à-dire qu'on a une mobilité qui est très forte. On va pouvoir se connecter depuis n'importe où, que ce soit même à la maison, on va pouvoir se connecter à son environnement, à sa machine virtuelle, de manière très simple et à n'importe quel moment. On a également un deuxième client léger, qui est un client léger mobile, qui lui n'a pas de disque dur non plus, n'a pas de ventilateur, n'a pas d'équipement mécanique, de lecteur DVD, etc., qui rend donc l'équipement beaucoup plus fiable, on va y revenir, et qui permet lui de se connecter en toute mobilité, au travers de Wi-Fi, depuis un aéroport, dans des classes, n'importe où. On va pouvoir se connecter à l'environnement de virtualisation. Donc un confort non négligeable pour l'utilisateur qui, pour le moins, ne voit pas ses habitudes changer. Au niveau central, donc comme je le disais, on a un serveur physique, alors un ou plusieurs serveurs. On va pouvoir mettre sur un serveur physique jusqu'à 50 machines virtuelles. Donc 50 utilisateurs, 50 étudiants. Ces 50 étudiants, ce ne sont pas forcément, on n'a pas forcément une association un pour un. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément associer un utilisateur à une machine virtuelle. On peut très bien définir un pool de machines virtuelles qui sont disponibles. On peut dire par exemple un pool de 50, et on peut très bien avoir 150 utilisateurs. Simplement pour avoir sur un serveur 50 utilisateurs connectés en simultané. Donc ça c'est un avantage, c'est qu'on va pouvoir optimiser le nombre de licences Windows XP que l'on va pouvoir souscrire. Donc au niveau central, vous avez un serveur physique. Ce serveur physique va héberger ces machines virtuelles au travers d'une couche de virtualisation qui utilise la technologie VMware. Cette couche de virtualisation va pouvoir permettre de créer un certain nombre de machines virtuelles, donc jusqu'à 50 par serveur, avec une allocation dynamique des ressources. C'est-à-dire que si à un instant donné, une machine virtuelle a besoin de plus de ressources qu'une autre machine virtuelle, eh bien tout simplement, le serveur va lui attribuer plus de ressources physiques, de mémoire, de CPU, etc. Donc on optimise l'utilisation des ressources physiques au bénéfice des utilisateurs, des besoins des utilisateurs. Autre intérêt, c'est qu'on va avoir de la haute disponibilité qui va être gérée, et on peut même gérer du plan de reprise d'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez plusieurs serveurs physiques, admettons que vous ayez 150 utilisateurs, 150 élèves, vous allez avoir besoin de 3 serveurs, à peu près. Si vous avez un serveur physique qui tombe, panne, eh bien, vous allez pouvoir basculer automatiquement les utilisateurs sur un autre serveur physique disponible. Et ça, c'est géré de manière complètement transparente par l'utilisateur. C'est-à-dire que lorsque l'on se connecte, eh bien, on se connecte à un petit module, ici, qui s'appelle le Session Manager, sans rentrer dans les détails, qui va, lui, savoir où rediriger l'utilisateur une fois qu'il s'est connecté. Et on s'intègre totalement à l'environnement existant, au niveau de l'authentification, au niveau des profils utilisateurs. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de données utilisateurs sur les machines virtuelles. Lorsque l'utilisateur se connecte, il se connecte sur le Session Manager, il va être authentifié. Le Session Manager va vérifier le login mot de passe au niveau de l'Active Directory ou du système d'authentification et récupérer le profil de l'utilisateur, c'est-à-dire ses favoris, ses documents, son répertoire partagé personnel, etc. et lui rapatrier sur la machine virtuelle qui lui aura été attribuée. Donc vous voyez qu'on est très efficace dans la façon d'attribuer les machines virtuelles. Et puis tout ce système est piloté donc par une console d'administration centralisée avec un certain nombre de modules qui permettent de piloter l'ensemble, qui permettent par exemple, on parlait tout à l'heure d'un exemple simple d'une classe avec des travaux pratiques sur ordinateur où vous avez un environnement initial qui est différent de l'environnement final après la session puisqu'on aura manipé
on aura changé des paramètres, etc. Eh bien, avec Virtual PC Center, pour restaurer la configuration initiale, jusqu'à présent, vous deviez bien régénérer une image et restaurer une image sur chaque machine. Et bien là, vous pouvez, les machines virtuelles fonctionnent avec ce qu'on appelle des templates, d'accord, qui correspondent à l'image maître, que l'on va pouvoir cloner autant que l'on souhaite. C'est-à-dire, ça revient à faire un copier-coller de la machine virtuelle. Donc on va cloner ça de manière centralisée, et on a de nouveau notre environnement de travail qui fonctionne. Donc vous voyez la simplicité que vous pouvez avoir au quotidien à gérer des machines virtuelles. Là j'ai pris l'exemple d'une session de formation, de training, mais c'est le cas également lorsque vous souhaitez changer de master CD. Par exemple, lorsque vous voulez passer de Windows XP à Windows Vista, eh bien l'équipe informatique doit régénérer un nouveau CD, le valider, le qualifier, le redéployer sur les PC existants. Tout ça, ça a un coût, du temps, etc. Là, tout va pouvoir être géré de manière centralisée. Alors, le gros avantage de NEC Virtual PC Center, c'est que non seulement vous allez optimiser toutes les tâches d'opération, toutes les opérations quotidiennes, puisqu'elles vont être gérées de manière complètement centralisée, de manière complètement indépendante des postes, enfin des clients légers qui sont distants, sur lesquels il n'y a rien, et sans pour autant changer vos habitudes. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir, vous allez gérer des PC de la même manière que vous aviez l'habitude de le faire, simplement vous allez gérer des PC virtuels. Donc on ne change pas vos habitudes, vous continuez à fonctionner comme auparavant, mais d'une manière beaucoup plus efficace pour notamment réduire les coûts. Et puis vous avez donc la voix sur IP, qui est également intégrée à NEC Virtual PC Center, avec un IPBX, et lorsque vous effectuez des appels internes, eh bien vous avez une communication qui se fait en peer-to-peer, c'est-à-dire directement de client léger à client léger. Ce qui fait que vous ne perturbez pas les performances du client léger de la machine virtuelle. Donc l'utilisateur peut travailler et téléphoner sans perturber les performances. Et de la même manière, pour des appels sortants, vous avez une connexion directe entre le client léger et le serveur de voix sur IP. Voilà un petit peu le tableau, l'architecture de NEC Virtual PC Center. Alors quels sont les avantages? Premier point, la sécurité. Eh bien oui, puisque sur le client léger, il n'y a pas de disque dur, il n'y a pas de lecteur CD, il n'y a pas de clé USB. Alors on va la voir en septembre, mais on pourra contrôler si on veut que l'utilisateur puisse utiliser ou non des clés USB. Ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas avoir des utilisateurs qui vont polluer le poste client. La sécurité va se gérer de manière centralisée sur les serveurs de management, donc beaucoup plus simple à gérer et beaucoup plus efficace. On n'aura pas à gérer des antivirus sur les postes utilisateurs, gérer tous les applicatifs sécurité qu'on peut mettre autour, etc. Le PRA, on l'a évoqué. Donc le PRA, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait basculer d'un serveur physique vers un autre si le serveur tombait. On peut très bien imaginer d'avoir deux sites, et si un premier site tombe, ou une salle tombe, eh bien basculer automatiquement sur le second site. Ce qui fait que pour l'utilisateur, c'est complètement transparent, qu'il soit connecté de chez lui, il va être connecté à un site ou à l'autre, ou même d'une classe, sans aucune perturbation. C'est une solution également qui est écologique. Ça, c'est un point important. C'est vrai que c'est un thème largement abordé et qui est d'actualité. Mais il faut savoir que le client léger de NEC permet de réduire considérablement les factures énergétiques, puisque un client léger qu'on utilise 13 watts par heure par rapport à 120 watts par heure pour un PC traditionnel. Par ailleurs, vous avez un cycle de vie du client léger qui est de 6 ans par rapport à 3-4 ans pour un PC traditionnel. Ce qui fait que vous n'aurez pas à renouveler votre parc informatique tous les 3-4 ans. Vous pouvez le renouveler que tous les 6 ans. Après, voire éventuellement un peu plus selon vos besoins. Donc c'est une solution écologique en termes de coût, d'utilisation énergétique et silencieuse également pour l'utilisateur. L'autre aspect, c'est le TCO, donc la réduction des coûts. Comment
NEC Virtual PC Center permet de réduire les coûts. Alors vous avez ici un schéma, un diagramme qui montre la différence entre un coût par poste pour un PC, pour une solution client léger traditionnelle et pour la solution Virtual PC Center. Vous avez ici le coût d'achat du PC. Vous voyez que le client léger traditionnel coûte environ 4 à 5 fois, l'architecture client léger coûte en coût initial 4 à 5 fois plus cher qu'un PC traditionnel. Donc vous avez un coût initial qui est plus important, d'accord ? De même pour Virtual PC Center, on est à environ 2, 3 selon les volumes, 2-3 fois plus cher qu'un PC traditionnel. Par contre, vous allez avoir un retour sur investissement, et notamment sur toutes les tâches d'administration et le cycle de vie, le renouvellement de votre parc informatique. Et vous voyez que Virtual PC Center, les tâches d'administration que vous pouvez avoir ici, toutes les opérations au quotidien, vont être largement réduites avec du client léger. Alors ici, c'est également une analyse TCO qui a été réalisée avec un client NEC. Vous avez ici, alors c'est toujours du prix par poste, par utilisateur. Vous avez ici le monde PC et en dessous le monde Virtual PC Center. Alors vous voyez ici que lorsque vous achetez un PC, eh bien vous avez le prix d'acquisition du PC, qui est de l'ordre de 400-450 €. Vous avez le coût d'installation du PC, et puis ensuite tous les coûts d'administration, etc. au quotidien, toutes les tâches quotidiennes. Et ici vous avez le coût d'achat de NEC Virtual PC Center. Ce que vous voyez, c'est que vous avez donc un coût initial plus important. Par contre, ici, d'un point de vue administration, c'est largement réduit. Et ensuite, les années suivantes, vous avez des coûts d'administration qui sont bien inférieurs par rapport à un PC traditionnel. Et lorsque vous arrivez à la 3e ou 4e année, avec un parc PC traditionnel, vous allez devoir renouveler votre parc informatique. Vous allez devoir renouveler chacun des PC. Donc ça vous génère un surcoût matériel, un surcoût de réinstallation, etc. que vous n'avez pas avec NEC Virtual PC Center. Et vous attendrez simplement la 6e année pour renouveler éventuellement votre parc. Le parc qui va être renouvelé, d'ailleurs, ce n'est pas forcément les clients légers, parce que les clients légers consomment très peu et n'ont besoin de très peu de CPU ou de mémoire. Ce sont des machines qui sont basiques. Donc le renouvellement se fera plus au niveau, éventuellement, de l'infrastructure. Donc ce que vous voyez là, c'est que vous avez finalement une courbe, et vous voyez un retour sur investissement à 2 ans, entre 2 et 3 ans, selon les cas. Et ce qui est intéressant, c'est que comme vous pouvez vous déplacer et accéder à votre infrastructure depuis n'importe où, à votre environnement Windows XP depuis n'importe où, si vous avez des déplacements internes, des déménagements, vous n'avez pas à déménager les postes fixes, puisqu'on peut retrouver son environnement depuis n'importe quel site et depuis n'importe quelle salle. Donc vous voyez que vous avez ensuite un gain TCO qui est relativement important. Alors quand on parle TCO, c'est bien sûr chaque fois différent en fonction de chaque organisation, de chaque environnement, de chaque client, selon qu'on ait du multisite, du monosite, selon le nombre d'utilisateurs, etc. Donc notre approche, c'est de travailler l'approche TCO avec vous, au cas par cas, et en général, on arrive et on intéresse beaucoup d'organisations, que ce soit dans le monde de l'éducation, des hôpitaux, les grands comptes aussi, parce qu'il y a généralement un parc à gérer qui est relativement important, et donc aujourd'hui on essaye de réduire les coûts au maximum et d'augmenter la sécurité tout en assurant un niveau de service aux utilisateurs. Donc vous voyez, bon, un exemple ici pour gérer par exemple 1000 postes, on peut le rapporter à chaque volumétrie. Pour gérer 1000 postes, il faut environ 5 administrateurs. Pour gérer 20 serveurs, donc 20 serveurs c'est ce qui est nécessaire pour avoir 1000 utilisateurs, parce que c'est 50 utilisateurs par serveur, eh bien un seul administrateur suffit. C'est-à-dire que vos ressources informatiques, vous allez pouvoir les dédier à des choses qui correspondent plus à votre métier, à votre organisation, plutôt que d'assurer le support utilisateur qui peut prendre du temps et qui peut être consommateur de temps pour les administrateurs, plutôt que de passer trop de temps sur la gestion des masters, la réinstallation des salles de formation, etc. Déménagement à coût nul, ça on l'a vu. Et puis par rapport comparativement à des solutions comme Citrix,
On l'a vu dans l'approche TCO, on a un coût qui est moindre, un coût d'acquisition qui est moindre, qui fait que on va avoir une approche plus intéressante. En termes de migration, d'administration centralisée, eh bien, toutes les tâches, les opérations quotidiennes, les prises de main à distance, etc., vont pouvoir se faire de manière complètement centralisée, toutes les mises à jour, sans dépendre des utilisateurs, sans dépendre que les postes soient allumés ou éteints. Donc on va être beaucoup plus efficace au quotidien dans toutes les tâches d'administration. L'optimisation de l'utilisation des ressources IT et l'intégration de la téléphonie, notamment avec l'allocation dynamique des ressources, la téléphonie sur IP, alors qui est optionnelle, qui n'est pas obligatoire, hein, mais que vous pouvez intégrer complètement dans votre projet de convergence, virtualisation, client léger, téléphonie, va vous permettre de réduire les coûts téléphoniques également. C'est une solution donc, qui va permettre d'attribuer dynamiquement les ressources, on l'a vu, physiques, ce qui est CPU, RAM à chaque machine virtuelle. Vous avez un basculement automatique de machines virtuelles, c'est-à-dire que le système de management est capable de détecter si un serveur physique est surchargé. Et si ce serveur physique est surchargé, de basculer des machines virtuelles vers un autre serveur physique qui serait moins chargé. Toujours pour avoir un équilibre dans l'utilisation, en termes de performance, un équilibre dans l'utilisation des ressources au niveau des différents serveurs. Et enfin, si vous voulez ajouter de nouvelles machines virtuelles, eh bien vous n'aurez pas à acheter un PC avec un master à réinstaller, etc. Vous avez simplement à vous équiper d'un client léger sur lequel il n'y a rien à installer, et puis faire un copier-coller de votre machine virtuelle sur le serveur centralisé. Donc vous voyez les économies d'échelle que l'on peut faire avec ce système d'administration centralisé. L'intégration de Virtual PC Center se fait de manière très simple puisqu'elle s'intègre complètement dans l'architecture existante. On ne va jamais modifier votre infrastructure existante. On va complètement reposer sur votre Active Directory si vous en avez un, sur votre serveur DHCP, vos serveurs DNS, qui permettent d'assurer les authentifications, les communications, sur vos serveurs de stockage, sur lesquels vous pourriez avoir des données, partage de fichiers des utilisateurs, etc. Donc, on va s'intégrer complètement dans cette infrastructure. Et puis, vous allez me dire, oui, mais le problème, c'est que nous, on s'est équipé de PC il y a à peine 6 mois, on ne va pas renouveler notre parc tout de suite pour VPCC. Et effectivement, ça se comprend. Donc, ce que l'on peut faire, et ce que l'on préconise, c'est que vous pouvez tout à fait intégrer une architecture Virtual PC Center de cette manière-là, continuer avec vos postes de travail existants, puisque tous vos postes de travail qui sont en Windows intègrent le protocole RDP par défaut, et donc vous pouvez utiliser avec ces postes-là l'architecture Virtual PC Center. Et quand vient le temps du renouvellement de votre parc de PC, bien vous le renouvelez avec du client léger, et là ça vous coûtera beaucoup moins cher que de racheter des PC. Donc une intégration qui se fait en souplesse. En bref, donc c'est une réelle mobilité pour l'utilisateur, puisqu'on peut se connecter à son environnement où que l'on soit. Et ce n'est pas uniquement l'environnement Windows qui suit, c'est également la téléphonie. C'est-à-dire que la ligne téléphonique et le numéro de téléphone suivent. C'est-à-dire que lorsque l'on s'authentifie, eh bien on a son numéro de téléphone qui suit l'utilisateur sans avoir à reconfigurer les autocoms, etc. Une expérience multimédia riche, donc ça c'est la qualité vidéo qui est embarquée et qui est unique aujourd'hui sur le marché. Aujourd'hui, NEC est le seul constructeur à proposer une solution qui soit packagée de cette manière-là, pour laquelle on assure le support dans sa globalité, à la fois du matériel et du logiciel, et qui propose des qualités multimédia de la sorte, et également la convergence avec la voix sur IP. Donc on vous propose aujourd'hui une solution qui est vraiment unique. Les bénéfices, cette solution intéresse énormément. À chaque fois qu'on en parle et qu'on fait la démonstration, et on a une maquette de démonstration dans les workshops, donc n'hésitez pas à venir nous voir ce midi et cet après-midi. On pourra vous faire la démonstration et vous montrer concrètement, parce que pour certains c'est peut-être un petit peu virtuel, quand on parle de virtualisation, c'est pas forcément concret. Donc on va vous montrer réellement ce que c'est au travers de cette maquette, donc n'hésitez pas à venir nous voir.
Mais en général, ça intéresse tout le monde. Pourquoi? Parce que pour l'entreprise ou pour l'organisation, eh bien, ça augmente la sécurité, ça réduit les coûts, et en plus, c'est une solution écologique donc sur laquelle on peut communiquer. Pour les informaticiens, ceux qui gèrent au quotidien le parc de PC, c'est un soulagement. Parce que apporter le support aux utilisateurs, gérer les disques, les patchs, les mises à jour, etc., pour eux, ça va être un vrai bonheur de gérer tout de manière complètement centralisée. Et puis pour l'utilisateur, eh bien, c'est la possibilité de se connecter depuis n'importe où, à n'importe quel moment, avec des performances qui sont identiques aux performances que l'on aurait avec un PC, et un confort d'utilisation, puisque des machines, lorsque l'on a 15 PC qui tournent dans ou voire avec des serveurs qui tournent dans une salle, ça peut faire un peu de bruit. Là, on a des équipements qui sont totalement silencieux du fait qu'il n'y ait pas de ventilateur, pas de disque dur, pas de pièces mécaniques. Voilà, tout est dit. Est-ce que vous avez des questions sur NEC Virtual PC Center? N'hésitez pas. Oui. Le client peut-il être dans un environnement Linux? L'idée, bien sûr, étant d'éliminer aussi le coût licence qui est lié aux applications. Alors aujourd'hui, on est en environnement Windows pur, donc on n'est pas en environnement Linux. La raison pour ça, c'est que le protocole RDP sur lequel se base la solution est un protocole qui fonctionne sous Windows. Et donc toute l'architecture a été pensée sous Windows. Alors ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des serveurs Linux ou un autre parc Linux qui s'intègre dans le réseau dans sa globalité. En est-il de la bande passante du réseau qui doit, j'imagine, gonfler énormément? Alors non, puisque le protocole RDP utilise environ 15-20 K, et nécessite 15-20 K par utilisateur, parce qu'on ne fait que du déport d'écran. D'accord? Donc c'est très peu consommateur en termes de bande passante. Sauf pour la vidéo, ou pour gérer la qualité vidéo, on fait ce qu'on appelle du vidéo streaming. C'est-à-dire que la vidéo ne passe pas par le canal RDP traditionnel. On utilise un canal séparé, réseau, un port spécifique, qui va nécessiter d'avoir 1 ou 2 MB de bande passante. Mais disons que sur un réseau local, il n'y a aucun souci. Si vous avez de la DSL dégroupée, etc., il n'y a aucun souci non plus. Donc après, ça dépend de l'utilisation que vous allez en avoir. Mais sachez que c'est 15-20 K sur l'utilisation traditionnelle, classique, et pour la vidéo, par utilisateur, en fonctionnement, c'est pas en permanence, c'est lorsqu'on déclenche une vidéo, lorsqu'on lance une application vidéo, ça requiert 1 à 2 MB. Oui. Est-ce qu'il y a des benchmarks qui ont été faits avec des logiciels classiques? Des benchmarks d'utilisation, Word, Photoshop, etc., avec 50 personnes simultanées? Alors, il y a eu des... en fait, les benchmarks, ils ne se situent pas à ce niveau-là, puisque qu'on utilise Word, Excel, enfin, en termes de fonctionnement... Moi, je vous parle à ce niveau-là. D'accord. Donc, au niveau de l'OS, c'est un Windows XP standard. Il est virtualisé, mais c'est un Windows XP standard. Donc, toutes les applications qui aujourd'hui fonctionnent sous Windows XP fonctionneront dans Virtual PC Center, que ce soit du Word, Excel. Alors, on n'a pas fait de benchmark spécifique pour du Word et de l'Excel, mais vous le verrez, on a du Word, on a de l'Excel, ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci au niveau des applications. Là où il peut y avoir aussi des benchmarks, c'est au niveau de la bande passante, comme on le disait, mais là, que ce soit une application ou une autre, comme c'est du déport d'écran au niveau réseau, l'application en tant que telle n'a aucun impact. Au niveau de la gestion des impressions, les imprimantes se situent à quel niveau? Alors, on peut avoir des imprimantes réseau, et on peut aussi avoir des imprimantes locales. Alors, au niveau des imprimantes locales, ça fonctionne, je dirais, en standard. Par contre, ça passe par le protocole RDP, donc c'est un petit peu plus lent qu'une imprimante traditionnelle. Par contre, il y a un composant qu'on peut rajouter, qui s'appelle le composant SynPrint, qui permet d'optimiser ses performances en local. Mais ça fonctionne en local ou en réseau. Je crois qu'il y a une question au fond, oui. Oui, allez-y, monsieur. Oui. Qu'en est-il des droits d'installation de logiciels par l'utilisateur final sur son PC virtuel? Est-ce que c'est possible et si oui, sous quelles contraintes? Alors, l'installation de logiciels par l'utilisateur final ne se feront jamais sur le client léger en tant que tel. Parce qu'il n'y a pas de disque dur, il n'y a rien.
Ensuite, l'installation de logiciels ne pourra pas se faire non plus par CD, parce qu'il n'y a pas de CD. Ça ne pourra pas se faire par clé USB, parce qu'il n'y a pas de clé USB. Alors, il va y en avoir, mais on pourra contrôler si on veut ou pas utiliser les clés USB. Et ensuite, ça se gère comme des droits Windows traditionnels. C'est-à-dire que si vous avez un applicatif sécurité, et il en existe, qui vous permettent de contrôler quelles sont les applications métiers, quelles sont les applications autorisées dans l'entreprise, eh bien l'utilisateur ne pourra pas installer les applications, mais ça je dirais que c'est au même titre qu'on le fait sur du PC traditionnel. Dans le cadre d'une école, par exemple, si un étudiant... Dans le cadre de, pardon ? Dans une école. Dans une école, oui. Donc plusieurs utilisateurs utilisent ce système-là. Un étudiant surfe et arrive malgré tout à installer un virus sur la machine. Est-ce qu'il va se répercuter sur tous les postes ou uniquement sur sa machine à lui? Alors, une machine virtuelle étant... Alors tout va dépendre du virus. C'est-à-dire que si le virus, s'il est dans la machine virtuelle, c'est exactement comme s'il était sur un PC physique sur l'OS. Donc s'il se répand via le réseau, d'accord, il pourrait très bien potentiellement se répandre sur les autres machines virtuelles. Si un autre utilisateur clique sur le même mail qu'il a reçu, dans lequel il y a le virus, ou s'il y a une répercussion sur le réseau. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'antivirus sur les postes clients. Mais tout va être géré de manière centralisée, donc de manière beaucoup plus simple. Mais quand on va installer un programme, ça va s'installer sur toutes les machines ensemble ou on va devoir l'installer sur chaque machine virtuelle? Non, c'est pareil, de la manière qu'un PC. Alors, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous déployez un programme sur toutes les machines virtuelles. En fait, ce sont des machines, ça se gère comme un PC. D'accord? Donc, vous pouvez avoir, dans l'outil de management, vous avez un outil de télédistribution qui permet de télédistribuer des patchs, des applications, etc. sur chaque machine virtuelle. Ou alors, vous pouvez aussi créer un nouveau template, une nouvelle machine virtuelle que vous répliquez. Oui? Actuellement, vous dites que ce n'est pas possible de mettre un CD ou ce genre de choses, mais si néanmoins on tient à pouvoir utiliser un support extérieur pour installer justement un programme, parce qu'on a parlé d'installation de programme, mais à moins de le télécharger, d'autres possibilités, c'est d'avoir un support physique. Comment est-ce qu'on peut se débrouiller alors actuellement avec ce système? Alors dans ce cas-là, vous achetez un PC. Donc en fait, si on vous voulez a un PC classique qui est installé sur le système en plus des clients légers, on peut alors passer par les périphériques du PC classique pour installer quelque chose éventuellement ou utiliser une application CD ou DVD. Vous voulez passer de l'environnement physique au virtuel? Oui, c'est ça. Ouais. En fait, alors il y a deux choses. C'est pas tout à fait le cas, dans le sens où, en fait, tout ce que vous allez, toutes les communications que vous allez pouvoir établir entre votre équipement physique et votre machine virtuelle passe par le protocole RDP. D'accord? C'est pas du local. Donc par exemple, lorsqu'on va supporter les clés USB, lorsque vous allez votre clé USB qui est reconnue au niveau de la machine virtuelle récupérer les données, en fait ça passe par le protocole RDP, etc., vers le serveur central. Donc je dirais qu'à chaque communication qu'on a entre la machine virtuelle et l'élément physique d'un PC, ou même l'élément physique du client léger, ça nécessite un support particulier. Donc aujourd'hui, on ne supporte pas les lecteurs CD. On supporte les imprimantes, on supporte les clés USB, on va supporter les clés USB, le lecteur CD, on ne supporte pas. Donc à ce moment-là, il faut passer par un partage réseau. Vous faites un partage réseau sur votre machine physique, et via la machine virtuelle, vous y accédez. Oui. Dans le cadre d'un travail de groupe, donc les étudiants travaillent par exemple en Word, ils sauvegardent le fichier sur le PC virtuel. Une fois qu'ils ont quitté la classe, donc toutes les machines sont éteintes virtuellement. Pas forcément, non. C'est-à-dire que les machines, en fait, vous pouvez éteindre le client léger sans que les machines virtuelles soient éteintes sur le serveur central. Vous fermez votre session localement, mais les machines virtuelles continuent à tourner sur le serveur central. Ce qui permet au prof d'aller chercher les fichiers. Voilà. Mais les données d'utilisateurs ne sont pas forcément stockées sur la machine virtuelle. Elles peuvent être stockées sur un partage réseau, sur un NAS, sur un SAN. Il y avait un monsieur au fond tout à l'heure, voilà.
Première question, est-ce que Vista peut être effectivement virtualisé? Alors aujourd'hui, ça fonctionne. Ce n'est pas certifié par VMware. Pourquoi? Parce que VMware, ils ont eu des surprises avec Windows XP, ils ont certifié dès la sortie. Et puis après, rebelote, avec le Service Pack 1, il fallait de nouveau recertifier. Donc ça fonctionne, on va le supporter, mais ça dépend de VMware qui vont attendre, je pense, le premier Service Pack pour valider, certifier, supporter. Il me semble que dans le cadre de XP, c'était très facile de détourner les accès au matériel. Ce n'est plus du tout le cas dans Vista, pour des possibilités. Donc, effectivement, ça reste, on dirait que excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Je dis, il me semble qu'effectivement, dans Vista, c'était très facile de détourner les accès au matériel. Sur XP? Dans XP, pardon. Oui. Dans Vista, ça n'est plus du tout le cas pour des raisons de sécurité. Il me semble que Microsoft a vraiment mis des bâtons dans les roues et ça paraît beaucoup plus difficile avec une solution satisfaisante. Non, aujourd'hui, nous, on a on l'a testé déjà et ça fonctionne. Il n'y a aucun souci. Alors, d'autre part, je crois que votre solution a l'air surtout intéressante en tenant compte du TCO et sur une longue période. Oui. Maintenant, il s'agit d'une solution très innovante, mais très propriétaire. On peut se poser la question de la pérennité. Comme je vous disais en début de présentation, NEC existe depuis 100 ans, plus de 100 ans. On est numéro 1 au Japon, on est leader dans un grand nombre de domaines. Donc, je dirais que la pérennité de la solution, de la société, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Il existait depuis très longtemps, il a fait des pas mal. C'est pas pour toute entreprise. Mais je dirais que la solution elle est propriétaire, oui, non. Disons que ça fonctionne sur des standards. Certes, ça repose sur nos serveurs, ça repose sur une technologie VMware qui n'est pas une technologie NEC, qui est un standard du marché en termes de virtualisation. C'est aussi une solution qui nous permet de vous assurer un support sur son ensemble. On a parfois des clients qui nous disent « Oui, mais est-ce qu'on pourrait mettre NEC VPCC sur du HP ou sur autre serveur ?» On ne peut pas pour plusieurs raisons. C'est que la première, dans les contrats, contractuellement, dans les contrats OM qu'on a avec VMware, un constructeur, mais que ce soit NEC, HP ou qui que ce soit, n'a pas le droit d'assurer du support VMware sur une plateforme qui n'est pas la sienne. Donc pour cette raison-là, on est obligé de proposer une solution packagée. Et je pense que c'est aussi une forte demande que l'on a, c'est pas d'avoir... Il y a quand même beaucoup de composants différents dans cette architecture, donc il faut pouvoir la maîtriser de bout en bout si vous ne voulez pas vous retrouver avec des vendeurs ou des éditeurs de logiciels qui se renvoient la balle en disant « Ben non, c'est pas moi VMware, c'est Microsoft, ou alors c'est NEC, ou etc. » Merci beaucoup pour votre attention. Votre intérêt pour cet exposé, mais je vous signale que NEC se trouve évidemment dans le hall. Et je prends le hall qui me bloque, je vous aurai l'occasion par après, en fin de réunion, de poser encore les questions nécessaires. Moi j'ai envie de dire, le progrès n'est que l'accomplissement des utopies, c'est pas de moi, c'est d'Oscar Wilde. Vous m'auriez dit l'an dernier que je devais me passer du disque dur, de mon portable, du lecteur CD, etc. Je vous ai dit, mais c'est tout à fait utopique. Enfin, monsieur Luquet, vous venez de nous montrer que le progrès technologique surtout l'a permis. Voilà. Merci. Merci.